Bonjour, bienvenue à vous toutes et tous qui nous suivez sur YouTube. On vous conseille vivement de vous abonner à notre chaîne, on vous conseille d'activer la cloche et on vous conseille surtout de venir visiter notre site Arrêt sur Image et de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue dans le Club Indé numéro 11, le club de la presse indépendante d'Arrêt sur Image. Et puis bienvenue à celles et ceux qui nous regardent sur YouTube. On va parler aujourd'hui de l'irrésistible séduction qu'exerce l'Union de la gauche, la NUPES, sur les médias qui penchent à gauche et comment on fait pour résister à cette irrésistible séduction. On va parler du travail parlementaire, comment on enquête sur le travail des députés, des sénateurs. On va aussi parler d'une initiative qui pourrait tout changer pour contrer le terrible déni des grands médias sur le dérèglement climatique. Alors, sur le plateau, les Indés du jour, j'accueille Trice Akatrinéi. Vous êtes une ancienne collaboratrice parlementaire et vous êtes la fondatrice d'un projet singulier, Projet Arcadie, fondé en 2015 sur la vie parlementaire. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Nous recevons également Lou Espargilière. Vous êtes le cofondateur et le rédacteur en chef de Vert, un nouveau média sur les questions environnementales. Enfin, quand je dis nouveau, ça fait 2 ans. Oui, on est déjà old school un peu, 2 ans. Oui, vous êtes old school. Et enfin, Yvan Duroy, cofondateur et co-rédacteur en chef de Basta, dont on parle souvent ici. On avait déjà reçu Agnès Rousseau, qui maintenant s'occupe davantage de Politis, qui existe. Alors là, c'est un très, très old school, puisqu'il existe depuis 2008. Vous êtes, comme Arrêt sur Image d'ailleurs, vous êtes un site d'enquête sociale et environnementale. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui sur le plateau du Club Indé. On va commencer par vous, Trice Akatrinéi. Votre travail est particulier, je le disais, vous travaillez de 3 manières différentes. D'abord, vous avez une base de données, c'est un peu le fondement de votre site, constamment mise à jour sur les parlementaires. Par exemple, ici, un exemple de votre base de données pour vérifier s'il y a des cumuls de mandats. Voilà. Très utile pour les journalistes. Vous faites aussi des rapports très complets, des articles sur la vie parlementaire. Alors, 2 petits exemples. Vous avez raconté avec des éléments factuels précis la maigreur du travail de parlementaire de Manuel Valls pendant, je crois, 3 législatures. Je crois qu'on peut parler de maigreur. Vous avez aussi travaillé sur le turnover des collaborateurs des députés, qui est un outil d'évaluation pour savoir comment ça se passe dans les bureaux des députés et évaluer, par exemple, les harcèlements ou le mauvais comportement des députés comme employeurs. 3e étage de la fusée, votre travail sur Twitter. Vous commentez en direct les séances. Donc je conseille à celles et ceux qui nous regardent de vous abonner au compte Twitter de Projet Arcadie parce que ce n'est pas du tout ennuyeux. Vous commentez les séances sur un ton pédagogique et aussi très ironique, il faut le dire. Et puis vous êtes une source précieuse pour les journalistes. Je donne un exemple. Vous avez contribué récemment à cette enquête de France Info sur les députés de gauche sortants. Est-ce qu'ils ont voté d'un seul bloc durant les 5 dernières années? Ça, c'est histoire d'évaluer la viabilité de la future de la NUPES, de ce futur groupe parlementaire. Alors j'avais envie de vous demander, Trice Akatrinéi, à quoi vous servez et à quoi vous voulez servir? Les deux. Comment vous définiriez, parce que nos abonnés ne vous connaissent pas forcément. À quoi vous servez? Alors, à faire de la pédagogie sur la vie parlementaire, à essayer de débunker aussi certains clichés sur l'Assemblée nationale. C'est vrai que je me focalise beaucoup sur l'Assemblée nationale, tout simplement parce que l'Assemblée est plus présente dans les médias que le Sénat. Ce qui est un petit peu dommage, parce qu'il se passe des choses aussi au Sénat qui sont assez intéressantes. Je ne parlerai même pas du Parlement européen, parce que c'est vrai qu'ils sont aussi présents, les parlementaires européens, sur la plateforme. Par exemple, dans les articles qui ont été beaucoup lus, il y a celui sur la résolution Wagner qui avait été présentée notamment par Nathalie Loiseau, qui visait en fait à ce que le Parlement européen dise ouvertement que les actions du groupe de mercenaires Wagner n'étaient pas quelque chose d'acceptable. Mercenaires russes, ouais. Voilà. Et en fait, il y a eu, une incompréhension entre certains groupes au Parlement européen sur ce sujet. Donc j'avais écrit dessus. Et pour l'instant, c'est un des articles qui, à ma grande surprise, est l'un des plus lus. Je trouve ça assez sympa, parce que le Parlement européen, on en parle relativement peu.
Et généralement, c'est plutôt les petites phrases à l'Assemblée nationale qui intéressent plus. Votre idée, c'est vraiment c'est de rendre plus transparent le travail des parlementaires, plus accessible, plus compréhensible. Est-ce qu'on peut dire ça? Tout à fait, parce que par exemple, pour cet article-là, j'ai contacté Madame Loiseau. Alors, moi-même, à la base, j'ai une formation de juriste. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup plus gagné ma vie en faisant du code, d'ailleurs. Je crois que ça se voit un peu. Et j'ai une formation de juriste de droit public. Mais c'est vrai que le droit européen, communautaire, les institutions européennes, j'ai quelques petits trous de mémoire par moment. Donc j'ai appelé Madame Loiseau justement pour lui poser des questions sur la résolution. Est-ce qu'elle était contraignante? Est-ce que ça pouvait se traduire en droit français, etc. Elle a gentiment accepté de me répondre. Et donc ça donne ce genre d'article. Et j'ai aussi posé la question du coup, à Manuel Bompard, puisque c'est un peu ça le cœur du sujet, c'est les membres... Les eurodéputés qui appartiennent à la France insoumise, mais qui n'ont pas leur propre groupe au Parlement, c'est un conglomérat, je crois, disons, se sont abstenus, ce qui a posé quelques questions. Donc, j'ai essayé de discuter avec M. Bompard, qui m'a répondu par tweet. Donc, j'ai intégré sa réponse dans l'article. Je n'ai pas réussi forcément à aller plus loin. Bon, vous lirez l'article sur le groupe Wagner. Vous n'êtes pas reconnu comme organe de presse pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, racontez-nous pourquoi. Et puis, du coup, comment vous faites pour rentrer au Parlement, aux endroits parce qu'évidemment, le Parlement est public, mais il y a quand même des séances ou des lieux qui sont pas accessibles au grand public. Tout bêtement, d'ailleurs. Je pense que je surprendrai tout le monde pour des questions de sécurité. Alors, n'importe quel citoyen peut visiter l'Assemblée nationale. Il suffit de faire la demande à son député et il y a des visites qui sont organisées. C'est très sympa, c'est très pédagogique. Alors, c'est souvent le lundi que ça a lieu et du coup, on voit plein d'enfants le lundi à l'Assemblée. Donc, c'est plutôt mignon, je trouve. Mais je ne suis pas encore reconnue comme organe de presse parce qu'au moment où j'ai fait ma demande, on m'a dit que les datas étaient un peu trop mises en avant. Et qu'il fallait donner, donc. Voilà. Qu'on ne voyait pas assez les articles. Tout à fait. Et c'est vrai que là, ce qu'on a vu à l'écran, c'est la nouvelle version d'Arcadie. C'est une nouvelle mouture graphique qui n'existait pas il y a 6 semaines. Et qui met plus en valeur le travail de type journalistique, en fait. Exactement. Donc, Et alors, comment vous faites pour rentrer dans les endroits qui ne sont pas accessibles au public? Alors, de toute façon, il y a des endroits, en fait, où de toute façon, même les journalistes n'ont pas le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. Alors, on m'a suggéré à l'Assemblée de couper un peu la poire en deux et de m'inscrire au répertoire des représentants d'intérêt de la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique. Donc des lobbies. Vous avez un statut de lobby. Exactement. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la conception française, lobby, c'est très connoté, c'est assez négatif. D'ailleurs, j'en avais parlé dans le rapport sur ce sujet. Alors que, par exemple, justement, au Parlement européen, le terme de lobby, il est... Il n'y a pas de connotation négative, c'est pas quelque chose d'hystérisé. Les ONG sont des lobbies. D'ailleurs, c'est... Mais cela étant, vous préféreriez être reconnu comme organe de presse, quand même? Alors, j'avoue, je préfère être reconnu comme organe de presse. Donc, pour l'instant, je suis dans la case représentant d'intérêt. On verra ce qui se passera dans quelques mois. Je réfléchis éventuellement, maintenant qu'il y a une nouvelle mouture, à faire une nouvelle demande. Mais pour l'instant, j'avoue, je vais me concentrer sur les législatives et je vais prendre les dossiers les uns derrière les autres. Alors, un petit appel à la CPPAP qui donc attribue les labels organes de presse. Si vous pouvez vous pencher à nouveau sur le dossier de projet Arcadie. Juste pour terminer, votre modèle économique, c'est le don. Tout à fait. Et alors, j'ai vu un petit tweet que vous avez fait, je pense, il y a 2 jours. Vous dites... La jauge a progressé, mais un donateur régulier est parti ce week-end et il me manque 1215 € pour boucler le mois de mai. Donc voilà, c'est un peu fragile, vous êtes vulnérable. Oui, il n'y a pas d'autre terme. Malheureusement, alors... Vous êtes toute seule, je précise. Également. Et c'est aussi pour ça, alors qu'on le voit sur la page d'accueil, je mets l'argent qui est collecté en brut. Donc l'argent que... Voilà, c'est... Et j'ai voulu être très transparente là-dessus. À droite, ouais. Sur le restant des dons reçus. En gros, les 2365 € et 75 centimes qui restent, en gros, ça, c'est mon salaire à la fin. Enfin, moi, je suis en micro-entreprise. Fiscalement, le CA est un salaire en droit fiscal, pour le coup. Mais toutes les dépenses, tout ce qui part à l'URSSAF, tout ce qui part à la TVA, moi, j'ai voulu que ce soit transparent. Légalement, rien ne m'y oblige. Mais j'ai considéré que c'était une façon pour moi d'instaurer aussi confiance avec mes donateurs. Ouais. Leur dire, voilà... Vous me donnez ça, et moi, en échange, je vous explique aussi ce que j'en fais. Et c'est pour ça que tout en bas du site web, il y a marqué financement et fonctionnement ou les informations financières. Vous expliquez tout.
Et je fais des infographies tous les trimestres où j'explique combien j'ai donné à l'URSSAF, enfin donné, comment dire, combien... Cotisé. Voilà. Combien il y a de TVA, qu'est-ce que j'ai fait comme dépenses de fonctionnement. Bon là, ce mois-ci, j'ai pas mal de dépenses en informatique, ça arrive. Et à la fin, comme ça, les gens savent exactement ce qu'il y a comme salaire derrière. Bon, alors voilà, donc je vous conseille d'aller voir le travail de Trissa Catrignelli sur projet Arcadie. Alors, vous deux, Vert, Basta, vous êtes des médias indépendants, c'est pour ça que vous êtes là. Si vous deviez en une phrase, l'un puis l'autre, résumer votre mission et votre modèle économique. Lou. Honneur aux plus jeunes. Lou Espargillère. Très aimable. Pour Vert. Alors Vert, c'est un petit média qui raconte toute l'actualité de l'écologie en 7 minutes par jour, avec des articles courts, newsletter. Ouais. Via une newsletter, sous forme de newsletter, effectivement. C'est un petit journal quotidien envoyé dans les boîtes mail de nos abonnés, qui est 100% indépendant, en accès libre, et dont l'objectif est de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une information simple et de qualité sur des sujets extrêmement compliqués liés au climat, à la biodiversité, à la justice sociale. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un média facile d'accès, qui peut s'insérer dans la lecture quotidienne de plein d'autres titres, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui... un gros article, schématiquement, de Reporter ou du Monde, ça va faire beaucoup sur l'écologie. Et là, on peut picorer un peu. Vous êtes complémentaire avec Reporter parce que vous faites quelque chose de plus pédagogique et plus compact, c'est ça? C'est ça. Alors, je parle de Reporter du Monde en bien, évidemment. C'est des très bonnes sources d'informations et des super journaux. Simplement, ça nécessite d'avoir beaucoup de temps. Ça nécessite d'avoir un certain bagage, soit culturel, soit militant. Il faut avoir un certain recul sur les sujets liés à l'écologie. Et nous, justement, on essaie de parler à un public peut-être plus jeune, peut-être moins expert, qui s'intéresse peut-être plus à d'autres sujets, un peu moins à l'écologie, et qui, dans Vert, va trouver à la fois un outil de veille, de revue de presse sur les 1000 sujets liés à l'écologie, et en même temps un outil pédagogique pour faire sa culture par petites touches. Et le modèle économique? Et le modèle économique, alors on est... gratuit, enfin en accès libre, sans publicité, sans actionnaires bizarres, on ne fait pas de publi reportage. Avec des actionnaires pas bizarres ou... Les actionnaires pas bizarres, c'est-à-dire moi et ma cofondatrice. Je ne sais pas si on est bizarre ou pas, on sera l'occasion d'en discuter peut-être. Et par ailleurs, on vit grâce aux dons. Donc en ce moment, on est en train de faire une campagne de financement participatif comme Basta, parce que c'est notre modèle économique. Pour que ce soit accessible au plus grand nombre et que tout le monde puisse lire ces informations-là, il faut que certaines personnes payent si on veut rester le plus indépendant possible. Bon voilà, donc on mettra tout ça sur le contenu de l'émission. Basta, si vous deviez en une phrase résumer votre mission et votre modèle économique. On fait partie des doyens par rapport au projet Arcadie. Donc quand on s'est créé il y a une quinzaine d'années, les questions sociales et écologiques étaient déjà assez peu traitées et puis chacune cloisonnée. Nous, on avait envie de cloisonner, de décloisonner tout ça et de faire à la fois des reportages, des enquêtes sur les questions sociales, environnementales, économiques. Et donc, on est plutôt un format long, un peu aussi d'investigation. Donc voilà. Et sur le modèle économique, donc on se définit comme un média à prix libre. C'est-à-dire qu'effectivement, il est accessible potentiellement à tous et toutes, partageable, diffusable par tout le monde, s'il le souhaite. Après, l'échange, c'est qu'à un moment donné, même si c'est prix libre, ça repose sur la contribution des lecteurs et des lectrices. Et puisqu'on n'a pas de publicité, on n'a pas de ressources publicitaires, on n'a pas d'actionnaires, on est indépendant, on n'est pas adossé à un grand groupe industriel. Et donc voilà, c'est les lecteurs et les lectrices et un petit peu des subventions sur des projets de fondation ici ou là qui vont construire le modèle économique. Compléter. Alors vous êtes là notamment pour nous parler d'une sorte de Google News à la sauce indé. Ça s'appelle le portail des médias libres. On regarde, voilà, c'est ça. Vous avez retrouvé ça sur le site de Basta. Alors c'est une sélection de contenus issus de milieux de médias indépendants, où d'ailleurs il y a Arrêt sur image et parfois à l'honneur. Et Vert, bien sûr. Pour recevoir toute cette sélection, on peut s'inscrire à la newsletter hebdo qui est toute nouvelle, qui est gratuite bien sûr, qui s'appelle Chez les Indés. Vous voyez là au milieu, il y a 3 newsletters de Basta et c'est la jaune. Il faut cliquer donc découvrir nos newsletters sur la page d'accueil de Basta. Et voilà, alors la toute dernière, je pense que c'est la toute dernière, vous évoquez d'ailleurs notre article sur la couverture médiatique du meurtre de la journaliste d'Al Jazeera en Cisjordanie, l'excellente enquête de Pauline Bock. Alors pourquoi ce portail des médias libres et pourquoi cette newsletter
qui donne accès, qui donne envie aux gens de cliquer sur toutes sortes de médias indépendants. C'est quoi l'idée derrière? C'est un peu le pendant de la concentration des médias qui a lieu depuis une dizaine d'années, qui s'est accélérée à l'automne avec notre ami Bolloré. Depuis 10-12 ans, il y a une vraie vitalité de la presse indépendante, de médias indépendants qui se créent un peu partout sur les questions écologiques, sur les questions sociales, sur les questions démocratiques, etc. Et donc c'est un vrai dynamisme. Le problème, c'est que ça crée une dispersion de tous ces médias-là. Du coup, du point de vue des lecteurs et des lectrices, c'est peut-être compliqué d'aller sur 10-15 sites différents chaque jour ou chaque semaine pour se faire une idée des différentes actualités et des différents angles. Donc on a créé ce portail des médias libres en 2015 pour justement donner une visibilité à cet écosystème des médias indépendants qui émergeait et faire une sélection non pas algorithmique mais humaine avec une journaliste derrière, Rachel Knabel, qui va organiser la revue de presse chaque semaine, enfin chaque jour même, parce qu'il y a un flux quotidien sélectionné et puis après par grande thématique. Et l'idée est venue là en 2022 de faire une lettre électronique, une newsletter plus éditorialisée, qui permettent à ce que chacune reçoive dans sa boîte mail une sélection avec un petit commentaire éditorialisé de différentes enquêtes, différents reportages, l'actualité du moment, l'alternative du moment. Notre sens, c'est un outil qui permet de rendre visible déjà le travail incroyable de la presse indépendante dans toute sa diversité, et aussi de combler un petit peu ce qui se passe côté grands réseaux sociaux type Facebook ou même Google, où c'est des algorithmes qui vont sélectionner en gros ce que vous allez voir ou ce qui va être visible sur vos différentes pages. Et là, c'est de donner un rendez-vous hebdomadaire, un outil que reçoivent les gens qui s'abonnent chaque semaine pour qui font leur propre revue de presse ensuite grâce à ça. Alors quand vous dites vos médias libres à vous, c'est des médias qui penchent très, très nettement à gauche, parce que les médias indépendants, il y en a quand même de toutes sortes, il n'y a pas seulement des médias indépendants progressistes. Par exemple, vous avez mis l'UMA, vous avez sélectionné l'UMA, l'Humanité. Alors nous ici, par exemple, on considère que ce n'est pas un média indépendant parce qu'on trouve qu'il est trop relié à un parti politique. Par contre, Numérama, par exemple, ça ne va pas du tout faire partie de vos sélections. Nous, on considère que c'est un média indépendant, mais c'est vrai que ce n'est pas un média qui est très politique. Donc, au fond, c'est une partie des médias indépendants auxquels vous donnez... Numérama, ils sont dans les sources, il me semble. Ils font partie de la sélection, enfin, à vérifier. Alors, voilà, c'est un peu le débat, parce que d'un côté, c'est des médias indépendants. Donc, on a défini plusieurs critères d'indépendance. C'est donc pas adosser un groupe qui ne soit pas un groupe de médias, enfin, des actionnaires qui n'ont rien à voir avec le monde des médias. Et qui soit aussi, qui répondent à un minimum de critères aussi avec les articles datés, les articles signés, enfin que c'est pas n'importe quel blog anonyme qui puisse être sélectionné prétendre être sélectionné. Et après, voilà, c'est une certaine ligne éditoriale convergente. On peut les appeler un peu, on peut dire de gauche, on peut dire progressiste, ou des médias de transformation ou d'impact. C'est-à-dire des médias qui visent à aussi changer les choses, qui conçoivent leur métier de journaliste pour pas seulement observer de manière totalement neutre, ou soi-disant neutre, ce qui se passe, tel ou tel problème, mais aussi à un moment donné tenter d'impulser des changements à partir des situations qu'on décrit sur le terrain. Ouais. Et alors l'humanité, c'est un débat. C'est effectivement... c'est censé être aujourd'hui le lien officiel avec le Parti communiste est censé être rompu, parce que c'est plus l'organe officiel comme avant du parti. Ouais. Après, dans les formes, quand on voit qui est responsable, parce qu'ils ont fait une campagne de dons pour sauver le journal il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, il me semble. Voilà, il y a une direction qui est quand même clairement liée au parti. Il y a les lecteurs ou les sociétaires du journal n'ont pas vraiment leur place dedans, donc ça pose question. Après, l'humanité s'inscrit quand même dans une histoire à rendre visibles des problématiques sociales qui nous paraissaient intéressantes à signaler quand même. Alors, il y a un appel aux dons pour ce portail des médias libres, pour cette newsletter, vous la trouverez aussi. Un autre combat, rendre visible la presse indé dans sa diversité. Voilà. Si vous voulez aussi donner des sous, alors il faut donner beaucoup de sous aujourd'hui à Projet Arcadie, à Vert, à Basta, ouf. Ouvrez votre porte-monnaie. Louis Espargilian, vous faites le constat, comme nous, Arrêt sur Image, du sous-traitement dramatique des enjeux climatiques et environnementaux dans les grands médias.
Et quand ils sont traités, c'est assez mal traité. Vous avez parlé du débat Macron-Le Pen entre les deux tours avec des questions dramatiquement insuffisantes. Un reporter avait traité vide abyssal. Nous, Arrêt sur Image, on avait demandé à des journalistes spécialisés, dont vous, les questions qu'il aurait fallu poser aux candidats. C'était des questions tellement précises, pointues, par rapport à celles qui ont été réellement posées par les journalistes de ce débat Macron-Le Pen. Et d'ailleurs, vous aviez proposé 2 questions précises. Alors, la méconnaissance des enjeux par les journalistes de la presse mainstream, des enjeux environnementaux est spectaculaire. On va revenir en 2021, on est en octobre. Pendant les assises du journalisme à Tours, il y a Patrick Cohen de C'est à vous qui est interrogé sur l'affaire du siècle. Vous savez, cette initiative qui a mené in fine à la condamnation de l'État pour non-respect de ses engagements sur la réduction des gaz à effet de serre. Écoutez bien l'échange entre l'animatrice des assises du journalisme et la réponse de Cohen et ce qui se passe ensuite. Et il y a un certain Lou Espargilière qui va intervenir. Regardez. Il y a une mobilisation citoyenne qui a une actualité aujourd'hui, 30 septembre, puisqu'une nouvelle audience dans l'affaire du siècle se tenait devant le tribunal administratif de Paris. Est-ce que vous, Patrick, par exemple, c'est un sujet qui vous aura intéressé ou dont vous auriez fait un gros titre, par exemple ? Je pense que c'est un sujet. Je suis un peu réticent à médiatiser des informations, des actions qui sont purement militantes, qui n'ont pas d'autre but que c'est comme ça, d'alerter l'opinion. Enfin, je considère qu'en tout cas que les informations réellement sur la marche du monde, elles doivent passer avant. Mais bon, voilà, c'est ma conception des choses. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Lou Espargilière. Je suis rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Vert.eco et qui est un quotidien en ligne généraliste de l'écologie. Et alors nous, on a parlé de la nouvelle audience de l'affaire du siècle qui se tenait aujourd'hui, comme vous l'avez dit, au tribunal administratif de Paris. Je dis pas ça du tout pour nous jeter des fleurs. Simplement, j'étais un petit peu inquiet quand j'entendais Monsieur Cohen dire oui, je rechigne à traiter des informations purement militantes. Alors je voudrais juste rappeler ce que c'est l'affaire du siècle. C'est une pétition portée par 4 ONG qui a obtenu 2,3 millions de signatures, c'est un record absolu en France, qui est parvenu à faire condamner l'État pour inaction climatique, ce qui est également du jamais vu. Et il me semble que vous ne rechignez pas à traiter l'actualité militante des partis politiques quand elle se présente. Non, mais je vous donne le point. J'ai été maladroit. Non, effectivement, ça mérite absolument qu'on en rende compte. Et Bon, très bien. C'était pas juste pour vous clouer au pilori que je prenais la parole. Voilà, il vous a donné le point. Vous aviez raison. C'était classe. Donc là, en fait, juridiquement, effectivement, l'État avait déjà été condamné, je crois, en février. Il y avait une nouvelle audience pour une autre procédure, hein, c'est ça Oui, en fait, dans le cadre de l'affaire du siècle et de l'affaire Grande Sainte, qui sont 2 affaires jumelles, l'État a été condamné, a reçu des injonctions du tribunal administratif, du Conseil d'État. Donc c'est un petit peu compliqué, je ne sais pas si on va démêler ça maintenant. Non, mais c'est juste pour expliquer qu'il y avait plusieurs procédures. C'est ça, en fait. Donc l'État a été condamné dans 2 affaires distinctes pour à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas ses propres objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça commence à se voir. Des citoyens se basent sur les engagements de l'État pour l'attaquer dans les tribunaux et ils remportent des victoires parce qu'ils ont raison, en fait, tout simplement. Et là, le journaliste dit je ne veux pas parler d'une actualité purement militante. Alors que c'est pas du tout purement militant parce qu'il y a eu une décision judiciaire. C'est délirant. Oui. C'est incroyable. Alors après, il reconnaît qu'il s'est trompé, mais enfin, sa réaction, c'est de dire que c'est une actualité militante. Moi, je me demandais pourquoi la lutte, parce que c'est la lutte pour la survie de l'humanité qui est en jeu, hein, quand même, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît encore à des journalistes comme ça, mainstream, platement militante, alors que c'est un enjeu absolument crucial. Comment vous expliquez ce décalage et cette inconscience de la gravité de la situation, quoi ? Dans cette séquence, en fait, il n'y a rien qui va. C'est les assises du journalisme qui étaient cette fois-ci dédiées à l'urgence climatique. Donc dans la salle, il y a beaucoup de journalistes spécialistes du sujet. Et c'est pour ça qu'il y a un peu un tollé quand ils commencent à raconter ça. Moi, je prends la parole au nom de tous les autres qui étaient un peu échaudés par ce qu'ils avaient entendu. Et là, on a un débat sur fin du monde, fin du mois, comment concilier les deux, avec Patrick Cohen qui n'a aucun rapport avec aucun des 2 sujets et qui se sont fondés à donner son avis absolument non expert sur ces 2 thématiques-là. Donc c'est déjà, en fait, ce simple débat, il pose problème. Heureusement, il y avait Valérie Masson-Delmotte derrière, qui est vice-présidente du GIEC. Voilà, c'est elle qu'on voit en grand écran, voilà. Qui est une scientifique du GIEC très reconnue. Et qui vient d'intégrer le classement du Time des personnalités les plus influentes parce qu'elle est totalement experte et qu'elle a une vraie parole d'autorité sur les sujets liés au climat.
Et donc Patrick Cohen ne connaît rien à ces sujets-là, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il y a quelque chose de générationnel. Il vient d'une génération où on se posait moins ces questions-là. Ensuite, il fait partie de ceux qui sont dans absolument tous les médias toute la journée, donc il n'a pas forcément le temps de se documenter sur les sujets dont il parle. Non, mais enfin, bon, le climat, en fait, c'est des sujets qui sont hyper compliqués, et je dis ça aussi à sa décharge, c'est-à-dire que ça regroupe tellement de notions différentes qui sont à la fois scientifiques, sociales, physiques, d'interaction entre de démocratie, de géopolitique, que c'est des sujets qui sont hyper compliqués, et si on n'a pas des connaissances minimum et qu'on passe pas un minimum de temps à se documenter et à s'informer là-dessus, eh ben on sort des énormités comme ça, et on considère que des ONG qui font que porter la parole scientifique dans le débat public, qui obtiennent des condamnations de l'État, enfin, je veux dire, pour le coup, cette affaire, elle est quand même symptomatique de beaucoup de choses, et elle est assez exemplaire. Enfin, pour n'importe quel journaliste sur l'écologie, on voit cette affaire-là, on se dit c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à porter et à faire exister dans le débat. Et Patrick Cohen, par méconnaissance de ces enjeux-là et par sentiment de savoir ce qui est politique et ce qui n'est pas politique, ce qui est militant et ce qui ne l'est pas, balaye ça d'un revers de main, quoi. Et nous, journalistes sur l'écologie, on est souvent catégorisés comme des militants, alors qu'on fait que se faire le relais des scientifiques et relayer des affaires comme ça qui sont des jugements et des gens qui disent du mal, entre guillemets, de l'action du gouvernement en matière d'écologie. Il y a le Conseil d'État, on l'a dit, le tribunal administratif, il y a la Cour de justice de l'Union européenne, le Haut Conseil pour le climat, en plus des instances qui ont été créées par Emmanuel Macron lui-même. Enfin, je veux dire, en fait, tout le monde dit, tous les gens qui s'intéressent à la question savent que le gouvernement n'a pas fait son travail correctement, et ça passe encore pour quelque chose de militant dans la tête, dans l'imaginaire un peu vintage de certains journalistes bien identifiés. Yvan Duroy sur l'imaginaire vintage de Patrick Cohen. C'est un peu aussi la question du journalisme politique, je pense, tel qu'il est conçu encore aujourd'hui, qui est très généraliste, avec des gens qui vont s'attacher aux petites phrases, aux discussions entre états-majors, et qui ne vont pas, avec la multiplication des thèmes dont l'écologie fait partie, mais ça peut être aussi sur les questions sociales, sur les politiques publiques à mener, sur plein de choses, avec un monde de plus en plus complexe, et qui ne maîtrisent pas ces dossiers-là. Donc je pense qu'il faudra aussi réfléchir à comment on réorganise le journalisme politique. Vous avez des journalistes qui vont suivre la gauche, qui vont suivre la droite, qui vont suivre l'extrême droite, mais etc. Cohen est censé être complètement généraliste, un éditorialiste. Mais on peut pas être bon et compétent et avoir et pertinent sur tous les sujets. C'est pas possible. Alors quand il s'agit de là, je ne sais pas pourquoi ils ont fait le choix de Patrick Cohen pour intervenir aux assises du journalisme sur la question du réchauffement climatique, peut-être. Mais en tout cas, pour en revenir à la question des interviews de politique, il faudrait qu'il y ait un ou une journaliste politique, et puis à côté, un ou deux journalistes qui maîtrisent les questions environnementales, qui maîtrisent les questions sociales ou les questions économiques, parce que des fois, il n'y a pas que sur l'écologie, où des fois on entend des choses totalement aberrantes. Mais là, je vous trouve indulgent avec Cohen. Vous dites c'est parce qu'il est mal informé, il n'a pas eu le temps. Quand même, la condamnation de l'État pour inaction climatique, c'est assez simple comme information à digérer. Enfin, c'est quand même pas. Oui, parce que je pense qu'il n'a pas du tout conscience de la gravité de la crise climatique. C'est plutôt ça. Donc il se dit voilà, c'est mignon, c'est des militants comme d'hab, on sait ce qu'ils font la claque. Là, ils sont un peu allés devant les tribunaux, mais finalement, ça ne change pas grand-chose des manifs avec les merguez qu'ils nous font à chaque fois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et il y a un sujet qui est absolument central, c'est celui de la formation des journalistes. Et il y a de plus en plus d'outils qui se développent, notamment la fresque du climat, qui est ce jeu-là où en 3 heures, en gros, on comprend tous les mécanismes de base du climat, qui est pratiqué dans de plus en plus de rédactions. Et il y a de plus en plus de gens qui, justement, vont dans les rédactions et vont essayer d'expliquer aux chefs, parce que c'est eux qui sont les plus difficiles à convaincre et qui sont généralement un peu les plus réticents, mais aussi tous les journalistes, à la fois du constat sur la crise climatique et des manières de traiter ce sujet-là de manière différente, en évitant les lieux communs, ce genre de choses, en évitant de mettre des ours polaires dès qu'on parle de réchauffement climatique, ou des enfants qui mangent des glaces dès qu'il y a un épisode de canicule. C'est quand même pas drôle, une canicule, c'est pas cool comme manger une glace parce que c'est l'été, tout simplement. L'imagerie des canicules, on en parle souvent sur le site. Pour compléter, il y a 15 ans, l'écologie n'était pas du tout dans le débat politique médiatique, et c'était une rubrique dans Libération, par exemple, la rubrique Planète. On n'en parlait pas, et puis c'était un peu les petits oiseaux, la nature, tout ça. Je caricature un peu, mais donc c'était complètement cloisonné. Faut pas, voilà. Et tous ces journalistes-là, ils sont issus de cette génération-là, de ce mode de fonctionnement-là, et je pense que ça les imprègne encore beaucoup. Trice à Catherine Héy, sur le côté très segmenté du journalisme, est-ce que ça vous les voyez, vous, les journalistes politiques à l'Assemblée nationale, vous trouvez aussi qu'ils sont très segmentés, qu'ils ne maîtrisent pas notamment les sujets climat? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas limité au sujet climat. Hein. Enfin, j'avoue, je rejoins monsieur. Hein, il y a une absence de culture générale qui est parfois assez déroutante. Chez les journalistes? Alors, j'éviterai de mettre tous les journalistes dans le même sac quand même, parce que c'est pas très gentil. Hein.
Mais c'est vrai que, par exemple, quand je vois... Alors, déjà, je tiens à vous dire, messieurs, en matière de développement durable, d'écologie, etc., moi, je ne comprends rien. Je suis au niveau 0. Donc, si vous voulez, on parle finances publiques. On peut parler fiscalité. Et donc, c'est là qu'on voit la culture, c'est ça, par exemple? Alors, mais moi, je reconnais ouvertement qu'il y a des sujets qui sont en débat à l'Assemblée auxquels je ne comprends strictement rien. Et les sujets agricoles aussi en fait partie. Mais les journalistes, alors, restons focus. Le souci, c'est que derrière, on a des journalistes qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, par exemple, moi, j'ai des souvenirs quand même assez douloureux. Juste après les premiers attentats de 2015, donc ceux de janvier, et après ceux de novembre, on a eu des lois sécuritaires à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas... Enfin, les textes étaient médiocres. Et on entendait les éditorialistes politiques dire que c'était pour nous protéger, que voilà. Et il n'y en a aucun qui a bondi quand ils ont entendu la phrase « la sécurité est la première des libertés ». Ce genre de petites phrases-là. C'est-à-dire, ça montre l'absence de culture. Quand, par exemple, plus récemment, on a Valérie Pécresse qui est en meeting, je ne sais plus dans quelle ville, mais c'était un grand meeting, hein, je crois que c'est dans le sud de Paris. Elle utilise l'expression « français de souche ». Moi, j'avoue, j'écoutais d'une oreille très distraite, j'ai fait un bond derrière ma télé. Et ça, personne ne l'a relevé. Par exemple, ce glissement, ce changement de vocabulaire, on commence à emprunter des phrases, des mots qui appartiennent à un certain bord politique. Pour moi, c'est pas neutre. Et en fait, on se contente de parler, par exemple, du tailleur de Madame Pécresse. Alors bon, j'ai rien contre Madame Pécresse, mais alors la façon dont elle s'habille, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est les mots qu'elle utilise. Et c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer plus que, par exemple, sur les petites phrases et parfois sur les discussions d'état-major. Et en plus, je trouve que ça n'apporte rien au débat politique parce que c'est des choses qui, peut-être, au niveau des éditorialistes politiques, ça nous intéresse. Peut-être que nous, ça nous fascine dans les dîners mondains, mais ça ne change pas la vie des Français, qui, eux, ont des problèmes, par exemple, pour boucler leur fin de mois. Ça ne fait pas avancer la politique à l'Assemblée nationale, où il faudrait qu'on arrive à être plus dans la négociation, un peu plus dans le consensus, comme au Parlement européen, par exemple. Et au final, tout le monde y perd, parce que même je pense aussi que les journalistes qui aiment le journalisme politique, le vrai, qui ont des étoiles plein les yeux quand ils regardent certains films américains sur le journalisme. J'ai plus le nom des films en question. Frustration. Ils doivent avoir une frustration aussi. Et alors, Lou, vous avez un projet de... Alors, il y a peut-être une solution, un début de solution à cette inculture écolo-climatique des journalistes. Vous avez un projet de manifeste pour un journalisme écologique qui rassemblerait plusieurs médias. C'est peut-être la première fois qu'il en est question sur un média. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet de manifeste? Oui, tout à fait. Pour un journalisme écologique. Oui, alors c'est une idée qui nous est venue le soir de nos 2 ans. Ce qu'on voulait faire, c'est réconcilier les journalistes et les citoyens autour de l'information sur le climat. Moi, je me suis formé à l'écologie à partir de la crise des Gilets jaunes, où l'écologie et le social se sont percutés, et notamment dans les médias, où on a opposé systématiquement des mesures écologiques aux mesures sociales, alors que les deux doivent totalement aller de pair, et c'est pas autre chose que disent les écologistes, et c'est exactement ce que dit les GIEC. Il y a beaucoup de journalistes politiques qui n'ont pas compris, par contre, que c'était pas antagoniste. Et justement, prenant acte de ce désamour assez consommé entre une partie de la population et ces médias, on s'est dit que, on pouvait s'engager, nous, en tant que journalistes, à faire un certain nombre de choses pour mieux traiter les sujets climatiques. Et c'était un texte initialement à 2 voix où les citoyens demandaient aux journalistes, alors aux médias qui consomment, de s'engager à faire un certain nombre de choses. Donc on a lancé une première version de l'écriture, on y a associé des collectifs citoyens, on y a associé des scientifiques du GIEC pour travailler un peu la formulation. Et on y a associé des camarades journalistes de médias indépendants, mais pas que. Donc là, c'est un travail en cours, actuellement. Donc là, c'est un travail en cours et c'est en train de prendre une forme un peu plus solide et plus gravée dans le marbre, qui est celle d'une charte, moins souple qu'un manifeste qui pourrait avoir un peu l'effet de tribune et disparaître assez rapidement. Et là, on a énoncé, on a listé 12 principes qui visent à donner un meilleur traitement de l'actualité de l'écologie, mais en fait, c'est quelque chose qu'on veut appliquer à toutes les rédactions, pas à celles qui sont spécialisées, surtout pas à seulement celles qui sont spécialisées,
on veut toucher les grands médias et on veut toucher les gens qui ne sont pas journalistes sur l'écologie, parce que c'est des sujets qui sont éminemment transversaux. Et c'est une charte dans laquelle les médias s'engageraient à couvrir de manière... Oui, c'est ça. Alors, je peux, en avant-première, on n'a pas tout à fait fini l'écriture, mais je peux vous lire ce qu'on a écrit du préambule et peut-être vous donner 2-3 principes. Donc ça commence par le consensus scientifique est clair, la crise climatique et le déclin rapide de la biodiversité sont en cours et les activités humaines en sont à l'origine. C'est déjà bien de le rappeler. Les impacts sur les écosystèmes et les sociétés humaines sont généralisés et pour certains irréversibles. Les limites planétaires sont dépassées l'une après l'autre et près de la moitié de l'humanité vit déjà en situation de forte vulnérabilité. Ça, c'est les enseignements du dernier rapport du GIEC qui sont encore pas très clairs pour beaucoup de gens. Vous pouvez nous donner, pour pas trop... Ouais, pour pas faire trop long. Donner parmi les principes, il y a le fait de traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale, faire davantage de pédagogie, assurer la transparence sur les sources qui sont utilisées et les experts qui sont cités, s'interroger sur le lexique et les images, donc ce que je disais tout à l'heure sur les ours polaires et les enfants qui mangent des glaces, révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public et retarder l'action. Donc là, c'est pour ne pas le nommer le greenwashing, qui est le grand nouveau récit qu'il faut absolument qu'on apprenne à combattre en tant que journaliste. Informer sur les réponses à apporter à la crise, pour ne pas dire solution. L'idée, c'était de faire un texte qui va durer un peu et qui ne sera pas juste propre à une époque. Donc voilà, et promouvoir le droit à la formation aussi, parce qu'on considère que c'est un droit pour les journalistes de se former à ces sujets-là tout au long de leur carrière. Et donc, ils ont le droit d'exiger ça de leur rédaction. Et alors, tout ça, est-ce qu'il y a des médias, des grands médias, des médias mainstream, des grands médias généralistes qui sont engagés en ce moment pour la rédaction de Alors, il y a des journalistes de grands médias qui sont engagés dans la rédaction. Donc, je dis que c'est nous, mais c'est plus du tout nous. C'est quelque chose qui nous dépasse largement maintenant et c'est très bien comme ça. Donc, on a associé d'autres médias comme Reporter. On a envoyé un petit message à Bastamag, mais je crois qu'Agnès est très occupée en ce moment, ce que je conçois tout à fait. On a associé nos camarades de Socialterre, nos petits copains de Climax aussi, une autre newsletter sur l'écologie. C'est les journalistes qui sont déjà complètement... c'est les journalistes qui en partagent 100% des valeurs et on parle entre eux convaincus. Mais on a aussi des camarades de France Info ou de France 3 qui sont dans des rédactions qui sont un peu plus grosses, qui sont un peu plus difficiles à manœuvrer, avec plus de réticence. Et le but, c'est aussi de faire un texte avec leur soutien qui nous permette de toucher leur rédaction ou les sociétés des journalistes de ces grands médias pour justement faire un effet boule de neige, taper dans des rédactions plus grandes et aussi on associe les écoles de journalisme et l'ESJ de Lille. On les associe. Vous voulez les associer? Vous avez déjà des engagements de leur part? Il y a déjà des gens de l'ESJ qui sont associés au processus parce que le but c'est que cette charte ensuite s'affiche dans les rédactions, dans les écoles de journalisme. Ils sont censés signer la charte, enfin les écoles, les sociétés de journalistes, voire les médias. C'est ça. Alors signer, on verra s'il y a une forme de signature de pétition, mais en tout cas ils s'associent à l'écriture et l'idée c'est que cette charte soit accessible dans les écoles pour que les étudiants aient sous les yeux en permanence ces principes-là. Un horrible truc militant selon Patrick. Alors, justement pas. Et la question de la pertinence entre ça et puis le modèle économique, et notamment, enfin je pense beaucoup à la publicité, notamment sur les grandes chaînes, où il peut y avoir un très beau reportage ou enquête sur des questions climatiques et écologiques, et puis encadré par deux séries de pubs sur les SUV. Les SUV, Et c'est une vraie question, ça crée une espèce de confusion chez les spectateurs qui est terrible. Non, justement, il y a un point là-dessus. Alors, la rédaction reste à trouver justement pour ne pas exclure les médias qui, historiquement, ont fondé leur modèle économique sur la publicité et pour qui c'est plus difficile maintenant d'en revenir. Mais il y a un mot qui dit qu'on s'engage à refuser dans la mesure du possible l'argent des principaux contributeurs à la crise. Voilà, on essaie d'avoir une formulation qui... Ça va être le truc le plus difficile à... Ouais, je sens que ça va pas être à obtenir. Bon, on va parler un peu des législatives. On va parler de ce fameux troisième tour lancé par Jean-Luc Mélenchon en futur Premier ministre, avant même que l'union de la gauche ne soit effective et signée. Un positionnement qui a un peu interrogé sur les plateaux. On regarde. Plus d'un mois et demi avant la prochaine élection, Evola Caymen et Lazare tractent déjà. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre pour les législatives, on y croit? Avec entre les mains de ses militants le visage du troisième homme de la présidentielle. C'est clair que ça aide le visage de Jean-Luc Mélenchon quand même. Et un tract dans lequel Jean-Luc Mélenchon demande aux Français de l'élire Premier ministre. Pourtant, les négociations avec les autres partis de gauche sont toujours en cours. Il n'a échappé à personne que la France insoumise discute avec les autres partis de gauche pour tenter de former une alliance aux législatives. Or,
Maintenant que le slogan Mélenchon Premier ministre a été bien martelé dans tous les esprits, il est devenu impossible de faire machine arrière. Et ça aussi, c'est volontaire. On appelle ça négocier main sur la poignée de porte. Soit vous acceptez cette demande, soit nous partons, ou plutôt, soit nous serons obligés de partir, sinon nos électeurs nous en voudront. En se fermant volontairement des options, la France insoumise renforce en fait sa position dans les négociations. Et tout ça en seulement un petit slogan. Jean-Luc Mélenchon, qui tire souvent à boulet rouge sur la fameuse 5e République, vous savez, la présidentialisation d'un régime, son incarnation trop forte pour lui, pour Jean-Luc Mélenchon, lui qui s'époumonne aussi à vouloir instaurer la 6e République, plus collective, plus participative, il démontre quoi avec cette affiche ? Que l'incarnation, le culte de la personnalisation est un ressort qu'il utilise justement pour se mettre en avant comme sous la 5e, sous laquelle on est encore. Cette affiche a créé aussi un certain malaise, institutionnel, parce que Jean-Luc Mélenchon indique sur son affiche que le Premier ministre est élu, alors que, évidemment, bien sûr, il est désigné par le président de la République dans le groupe majoritaire qui gagne les élections législatives. Voilà, et alors si on regarde certaines affiches de candidats de la NUPES, ils mettent en valeur ce concept de élisons Mélenchon Premier ministre. Ça, c'est l'affiche d'Alma Dufault, qui est candidate NUPES en Seine-Maritime. Puis il y en a une autre là, de Louis Boyard, qui est candidat dans le Val-de-Marne. Prenons l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Alors, la question que je voulais vous poser, mais ils ont pas un peu raison quand même, ces commentateurs, notamment sur Sud Radio, qui sont des commentateurs de droite, qui ne sont pas du tout favorables à la NUPES, mais c'est quand même incroyable cette OPA de Mélenchon sur les législatives. Comment est-ce que on parle de problèmes institutionnels. Comment vous l'avez vécu, Yvan Duroy ? C'est du marketing politique. Alors, effectivement, je pense que ça résume bien les extraits que vous avez passés, résume bien les avantages et les inconvénients de cette formule. Je pense que du point de vue de la France insoumise, l'avantage, c'est de tenter de garder mobilisé l'électorat de la présidentielle. Et parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 2017 avec un effondrement, un niveau d'abstention record. Et je pense que c'est une de leurs grosses craintes, et d'éviter ça à tout prix. Donc, personnaliser, continuer à faire vivre le nom de Jean-Luc Mélenchon pour montrer que c'est un enjeu important 2 mois plus tard. Mais avant la signature de la NUPES, il se présente comme ça. De toute façon, ils sont sortis, la France Insoumise est sortie comme, en tout cas pour l'instant, la locomotive de la gauche pour les prochains mois ou les prochaines années. On verra ensuite ce qui se passe. Et l'inconvénient, c'est effectivement ça. Il y a pas mal de contradictions derrière ce slogan, parce qu'on reste sur la question de la personnalisation, on reste sur une espèce de présidentialisation des élections législatives, un système présidentiel que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise critiquent eux-mêmes, puisqu'ils sont pour la 6e République, pour en finir avec la monarchie présidentielle, etc. Donc voilà, il y a un marketing politique qui a ses avantages d'un côté et qui ouvre de grosses contradictions qui devront être quand même réglées par la suite. Chris, comment vous avez vécu cette campagne au plan, vous qui êtes féru d'enjeux institutionnels, enfin, comment vous avez vécu cette façon de se présenter comme le futur Premier ministre à élire ? J'ai beaucoup ri. Vous avez beaucoup ri, d'accord. Après, j'ai un peu moins rigolé quand j'ai des gens qui m'ont sérieusement posé la question en me disant « Mais en fait, c'est quoi la procédure pour élire un Premier ministre ?» Là, j'ai un peu moins rigolé. Les gens, c'est qui ? C'est vos lecteurs Des internautes. Ouais. Là, j'ai un peu moins ri parce qu'en fait, j'ai compris qu'en fait, dans leur esprit, on élisait un Premier ministre. Et là, ah oui, non, c'est... D'accord. Et j'en veux un peu... Mais pas spécialement Jean-Luc Mélenchon ou même le parti. Mais typiquement, ce genre de glissement, de facilité, d'outils de communication, ça ne sert absolument personne. Parce que derrière, on a des citoyens. On ne leur explique pas comment ça marche. On est dans un système qui est complexe. Je suis la première à le dire, à le reconnaître. Et quand on fait ce genre de simplification, en fait, on casse le lien avec le citoyen qui peut avoir envie de comprendre parce qu'il a l'impression qu'on le prend pour un idiot, en fait. Et ça, c'est un peu dommage. Après, comment j'ai vécu la campagne ? Alors, pour l'instant, elle n'est pas finie. Non. Ça, c'est clair. J'ai déjà très mal vécu la campagne présidentielle. Non, mais là, c'était moi, ce qui m'intéressait, c'était sur la dimension institutionnelle. Mais le problème, c'est que tel qu'on est présenté, là, les législatives, c'est le 3e tour. Donc, ça aussi, le 3e tour, vous digérez pas, vous trouvez pas que c'est pertinent comme expression ? Dans la mesure où on a collé les législatives juste après les présidentielles... C'est fatal. C'est la prime du sortant.
Là, cette année, c'est quand même très particulier comme contexte. Mais là, il y a au contraire, il y a un vrai retournement là, pour que ce ne soit pas la prime du sortant. Je ne sais pas. Je suis pas. Je me garderai bien de faire des pronostics sur ce qui se passera dans quelques semaines. Je ne suis pas très bonne en la matière. Comment vous avez ressenti, vous, cette façon de préempter les législatives par Jean-Luc Mélenchon et ses troupes? Moi, j'ai trouvé ça malin, j'ai trouvé ça hyper efficace, justement pour rester chaud un peu après la présidentielle. À un moment où enfin, là, c'était même plus à 600 000 voix près, c'était quoi, 300, 400 000 voix près. Ouais. En fait, il était vraiment sur la marche juste avant le second tour. Donc, pour moi, d'un point de vue communication politique, c'est efficace. Après, sur le fonctionnement strict des institutions, effectivement, on pourra en discuter, mais je pense pas que ce soit prendre les gens pour des idiots. Moi, ce qui m'a plus interrogé à ce moment-là, c'est ce que j'ai perçu comme étant une offensive de beaucoup de journalistes politiques contre la NUPES, qui a été présentée comme une alliance contre nature, qui a vraiment, littéralement, j'ai l'impression que ça a scandalisé beaucoup de journalistes politiques, et notamment sur le service public, qui voient aucun problème à ce qu'on ait un attelage entre socialistes, LR, avec En Marche, le MoDem au milieu, et par contre, quand c'est la gauche qui s'allie, avec 2-3 points de friction qui sont importants, hein, notamment autour du nucléaire ou des questions européennes, et bien là, d'un coup, ça devient contre nature, et il faut vraiment... Moi, j'ai vu une espèce de réflexe de classe ou quelque chose d'assez organique qui m'a un peu sidéré. On a fait une revue de presse magnifique, un Pauline Bock, sur la panique éditoriale au sujet de la NUPES qui a été, je crois, mise en accès libre, votée par nos abonnés. Donc je vous conseille la lecture de cette analyse de Pauline sur la panique éditoriale sur la NUPES. Quand on est un média avec une sensibilité de gauche, comment on fait pour traiter l'union de la gauche? Parce qu'on est quand même un peu content. Daniel, par exemple, Schneiderman ne se cache pas de sa joie de voir se déployer l'union de la gauche. Il suit en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a toute une série de reportages de Daniel qui sont en accès libre sur la campagne. Ça, il ne se prive pas d'être critique, mais enfin, on sent quand même qu'il est content. Vous, Projet Arcadie, vous êtes assez peu suspect de complaisance par rapport à la NUPES. Hein. Je pense notamment à votre papier sur... la nuance NUPES absente une tempête dans un verre d'eau. Vous savez, c'est cette histoire de document officiel où l'appartenance à la NUPES n'est pas mentionnée pour les candidats parce que les candidatures ont été déposées par les partis genre quelques heures après la création de la NUPES. Alors vous écrivez « ça ne change rien à la reconnaissance de l'union de la gauche ». Mais en fait, ça n'a pas l'air si simple parce que ça aurait pu être corrigé. Il y a eu une nouvelle circulaire le 13 mai après la création de la NUPES et la nuance NUPES n'est toujours pas mentionnée en face des noms des candidats. Comment est-ce que vous maintenez que c'est juste une tempête dans un verre d'eau? Vous ne voyez pas la petite manipulation politique alors que la nuance ensemble, elle, est affectée aux candidats du MoDem, de LREM, etc. Ah non, mais pour moi, c'est juste du bruit, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Vous ne pensez pas qu'il y a une démarche pour minimiser l'union de la gauche? Dans ces cas-là, il fallait que tout le monde fasse pot commun, y compris pour le temps de parole dans les médias. Sauf que, par exemple, quand Olivier Faure s'exprime sur BFM TV ou sur RMC, le temps de parole, il est décompté sur le Parti socialiste. Il n'est pas décompté sur NUPES. Bon, il fallait... alors que si on a... François Bayrou, par exemple, c'est le seul MoDem qui me vient spontanément à l'esprit. François Bayrou s'exprime dans les médias, c'est décompté sur ensemble majorité présidentielle. Et ça va être pareil pour c'est la faute à qui, ça? Que ce ne soit pas décompté pour la NUPES et que ce soit décompté pour Ensemble. Mais ils ont voulu rester les uns et les autres indépendants. Bon, ou vous faites maison commune, ou vous ne faites pas maison commune. Mais après, c'est peut-être une question de chronologie. Yvan Duroy, là-dessus, Non, ça, c'est pas vrai. Parce que le Parti Pirate, par exemple, eux, ils se sont bagarrés un tout petit peu avec le ministère de l'Intérieur pour déposer les listes, pour savoir dans quelle nuance ils étaient, etc. Et Flory, qui est la porte-parole du Parti Pirate, a eu une discussion relativement houleuse avec Manuel Bompard sur Twitter à ce sujet. Elle leur a dit, attendez, vous n'êtes plus des jeunes poussins de la politique, hein, vous êtes tous capés, vous êtes tous très aguerris. Si nous... on a réussi à faire... Vous auriez pu le faire. Vous avez... Nous, le Parti Pirate, on n'est pas du tout des professionnels de la politique, on est encore des gamins dans notre bac à sable. Vous, qui êtes des vrais guerriers de la politique, si vous êtes en train de dire que vous n'avez pas été capable de faire les choses dans les temps... D'insister pour que l'étiquette NUPES vous soit accolée, c'est que... c'est que vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas cherché à le faire. Puis en plus, là pour le coup, on se détourne du sujet. Tout à l'heure, on parlait des ours polaires, là, pour dire, pour l'iconographie, on met des ours polaires, etc. Alors moi, typiquement, le coup de... Lisez Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, pour moi, c'est mon ours polaire à moi. C'est un peu le même système, quoi. C'est parce que, en termes de communication,
La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon dans son ensemble, et de toute façon, c'est quelqu'un de très très bon. Il a toujours été précurseur pour ce qui est des nouvelles technologies, mais c'est depuis tout le temps. Donc cette histoire de nuance NUPES, pour vous, c'est vraiment un outil de communication supplémentaire? C'est un outil de communication. Maintenant, il y a quand même des questions qui vont se poser à un moment donné. Moi, la première question que j'ai là, dans l'immédiat, et j'ai des très grosses craintes là-dessus, c'est sur l'abstention. Ouais. J'ai très très peur de ça. Et je le dis d'autant plus tranquillement que moi, je suis dans un quartier où l'abstention est extrêmement forte. Yvan Duroy, sur cette histoire de nuance NUPES qui n'est pas prise en compte dans les documents officiels? Ça, j'avoue que... Moi, je pense qu'effectivement, la NUPES fera les comptes de ses candidats et pourra dire qu'elle a fait tant de pourcents. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir aussi, je ne sais pas du tout comment ça va se passer sur les questions de comptes de campagne, que ce soit NUPES ou Renaissance aussi, avec les différentes composantes. Non, parce que maintenant, Renaissance, c'est plus Renaissance, c'est Ensemble Majorité Présidentielle. C'était dans la lettre A, parce qu'ils se sont... Je ne sais pas ce qu'ils ont fichu. Mais c'est pour ça, en fait, qu'ils sont restés les uns et les autres. C'est parce que d'un côté, il y a l'histoire du temps de parole médiatique, la répartition. Mais il y a aussi la question de la première fraction des aides publiques aux partis politiques. Bon. Et là, ils feront pot commun du côté de la... Alors, ce sera Horizon, LREM, Modem, Territoire de Progrès et tous les autres, parce qu'il y en a tellement que je les ai tous oubliés. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais non, ça compte pour le coup. Oui, c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. Alors, chez Basta, sur la NUPES, on vous sent quand même assez frétillant. Vous faites une carte des circonscriptions gagnables par la NUPES. Alors, ça m'a amusé parce que le logo, il est vraiment très, très gros sur votre carte. Et puis, il y a une infographie assez rigolote avec des petits smileys sur les postes qui seront... sur les candidats NUPES qui seront élus. Donc, très probable, à peu près, j'ai un petit peu de mal à lire, mais 46 sièges. Probable, alors le sourire est un petit peu moins éclatant, 123. Et puis après, possible, difficile, improbable. Et là, le petit bonhomme, il fait la tête. Donc là, vous assumez visuellement, en fait, votre engagement politique avec les smileys. Je me demandais si... pourquoi vous l'assumiez à ce point et comment vous réagiriez si le Figaro faisait des petits smileys pour dire que LR allait remporter des circonscriptions, par exemple. Est-ce que ça vous... ça serait dans leur logique. Voilà, vous trouveriez ça bien aussi. Honnête, peut-être. Après, non, pour revenir... déjà, pour être clair sur le traitement politique, nous, on préfère aborder les thématiques, les questions de fond, comme on en a parlé tout à l'heure, plutôt que la petite cuisine politicienne, les petites phrases, etc. Après, c'est clair que notre lectorat est quand même le noyau est clairement à gauche, alors dans toutes les nuances de la gauche, de l'extrême gauche jusqu'au centre. Ensuite, il se trouve que du coup, la nouvelle Union populaire porte un certain nombre de principes, de valeurs, en tout cas de propositions, qui font écho à ce qu'on dénonce ou ce qu'on soulève en tant que journaliste depuis des années. Donc forcément, notre sympathie ou notre bienveillance, elle va aller plutôt vers ce camp-là. Ça ne veut pas dire être totalement frétillant ou béat sur l'affaire. Nous, on garde notre regard critique, et ça ne nous empêchera pas d'appuyer, comme on le fait déjà, là où ça fait mal, s'il le faut, notamment sur les points de désaccord. Il y a la question du nucléaire, mais il y a aussi les questions, la future politique internationale ou la vision de la politique étrangère de la France, qui pose quand même de grosses questions au vu des différences et des divergences entre les composantes de la NUPES. Sur la Russie, ouais. Et sur la Russie, ou sur la vision même passée du régime russe, de Poutine, etc. Et puis sur d'autres questions. Parce que prenez des nouvelles alliances ou un non-alignement, dans le slogan, c'est très joli. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Sur quelles valeurs, sur quels critères, quel type de coopération, avec qui? Donc voilà, il y a tout ce chantier de l'international qui, à mon avis, a été assez peu travaillé par la gauche dans son ensemble, qui a été délaissé depuis des années, qu'il va falloir réouvrir pour réfléchir et discuter et faire des propositions sérieuses. Donc vous assumez les petits smileys? Donc on assume les petits smileys. Non, l'idée c'était... Après, l'idée de la carte, c'était aussi comme on part d'une nouvelle situation issue qui se dessinait déjà depuis avec le précédent quinquennat, mais qui est clairement marquée par issue de la présidentielle, c'est la tripartition de la vie politique. Et nous, la question, c'est comment traduire ça dans une législative où, certes, il y a un enjeu national, puisqu'on élit l'Assemblée nationale, donc les députés qui vont voter les lois, mais en même temps, ça se fait avec des circonscriptions locales, avec des rapports de force, des situations qui sont très différentes selon les circonscriptions. Et avant
c'était à peu près clair, parce que même sans parler de la question du quinquennat et puis des législatives qui suivent maintenant directement les présidentielles, mais voilà, il y avait la gauche et la droite, les différentes nuances de gauche se regroupaient à la fin derrière la gauche et pareil à droite. Bon, il y avait l'extrême droite qui venait un peu jouer les troubles faits, mais il y avait un rapport de force à peu près clair et puis qu'on pouvait décliner à peu près dans chaque circonscription avec en fonction des majorités, c'était un peu toujours les mêmes circonscriptions qui pouvaient basculer dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec 3 blocs? Un bloc de gauche, incarné par la NUPES, un bloc centre et droite, en gros, où c'est En Marche et les Républicains, parce qu'il y a quand même pas mal d'allers-retours entre les deux, et un bloc d'extrême droite, où il y a à la fois le RN et Reconquête. Donc l'idée, c'était d'étudier un peu les 3 blocs et les 3 rapports de force par circonscription en fonction de plusieurs scrutins passés pour voir un peu ce qui allait se dessiner et les chances, et par rapport à aussi tout un délire sur Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et aussi une méconnaissance des institutions, y compris souvent chez les militants de la NUPES, sur cette espèce de certitude, on peut avoir 250 ou 290 députés et avoir la majorité. Non, même si les sondages donnent la NUPES en tête, plutôt en tête aujourd'hui au niveau national, ça ne veut pas dire qu'en termes de projection, ça va se traduire par 300. En termes de sièges, ça va se traduire par une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et a priori, on est plutôt loin pour le moment. Pour des raisons de scrutin. Donc voilà, et même chez les militants, il y a une méconnaissance du jeu des institutions et comment tout ça se passe. Donc l'idée, c'était un peu de raconter tout ça et ce rapport de force politique. D'accord, donc moi je le voyais comme quelque chose de très pro-NUPES, et en fait vous avez plutôt voulu démystifier en fait l'idée que c'était bon, que les pourcentages étaient... La NUPES devrait faire en tout cas, on parle d'une 60aine de députés de gauche, par rapport aux composantes actuelles de la NUPES dans l'Assemblée sortante. Ils vont au moins doubler leur nombre de députés et voire peut-être aller jusqu'à 190, 200 députés. Ça, on verra, ça dépend de l'abstention qui va jouer un grand rôle, ça dépend de l'électorat de centre-gauche, est-ce qu'il va être plutôt Macron ou plutôt dire tiens, on revient à la source, à l'alliance de gauche. Il y a quand même un truc à dire en fait, parce que c'est ça, je vous laisse finir, mais par contre il y a un point à amender sur ce sujet. Allez-y, amendez-le. Alors déjà, moi je veux bien, alors imaginons, soyons hyper optimistes. On va prendre le petit smiley qui dit difficile. Non, mais ça c'est trop optimiste. Non, mais admettons, la NUPES fait 431 sièges. Alors, ça dure comment pendant 5 ans? Parce qu'on parle tous de l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai parce que c'est les votes dans pas longtemps. Mais il y a un truc qui s'appelle le Sénat. Et alors, le Sénat, ils sont plutôt à droite en ce moment. Voilà. Puis c'est la droite très conservatrice. Voilà. Moi, je veux voir l'attelage sur le long terme, parce que ça peut casser, en fait. Et est-ce que les Français vont accepter aussi qu'il y ait une paralysie? Parce que le Sénat peut, s'il décide de jouer les troubles faits, peut dire « Moi, ce texte-là, je n'en veux pas, je ne le signe pas, je ne le vote pas ». Alors, évidemment, l'Assemblée a le dernier mot. Ça, je l'apprends à personne. Mais ça rallonge le temps de prise de décision. Et déjà, comme ça, les Français ont l'impression que tout est trop long dans la prise de décision. Et là, ça va être possible, ça pourrait être encore pire. Là, ça peut être un blocage, donc il faut trouver une discussion. Et alors, après, sur l'histoire des centristes, en fait, il y a une petite blagounette du côté, justement, du parti majoritaire. C'est les dissidents. C'est-à-dire, c'est ceux qui se présentent. De qui vous parlez ? Mais on a une série de députés là qui n'ont pas été réinvestis par la majorité présidentielle. Mais ils se présentent quand même. De députés LREM. Donc. Oui. Et ça, c'est très drôle. Et qui ne sont pas ensemble, du coup. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent bien. C'est le parti qui voulait plus d'eux. Et là, ça peut être super drôle dans certaines circonscriptions. Je le dis ça, c'est la 5e circo des Français de l'étranger. Donc c'est l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Manuel Valls. Avec Manuel. Et un concurrent LREM qui est quand même très fâché. Il n'est pas content, Stéphane Vogetta. Ouais. Mais en même temps, on le comprend. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Jean-Charles Larsonneur dans le Finistère, la 2e circonscription. Je laisserai les gens regarder sur Arcadie. Il y a Stéphane Trompil aussi qui se présente en dissident, mais lui n'a pas été réinvesti par rapport à, on va dire, à un certain passif. Aina Kurik aussi a été privée d'investiture sans raison. Bon, et donc là, dans certains bastions, pour le coup locaux, donc la carte des circonscriptions, là, en fait, ça va être non pas des guerres de parti, mais des guerres de personnalité. Là, ça va devenir très rigolo. Bon, on va regarder ça. On va regarder ça de près. Juste un mot, parce qu'il y a le scénario du blocage, mais il y a le scénario aussi, ce qui
peut-être, une possibilité, c'est que la majorité présidentielle est la majorité relative, mais pas absolue, et que du coup, elles doivent composer avec les autres groupes. Et du coup, ça peut peut-être renforcer le rôle du Parlement et du travail parlementaire, et du coup, l'obligation de faire des compromis. C'est une option qui n'est pas totalement inenvisageable aussi. Mais c'est un peu ce qui caractérise la période, c'est que du fait de cette originalité, le fait que la cohabitation soit éventuelle, que les gens s'y intéressent, tout d'un coup, le Parlement, on mesure l'importance du Parlement beaucoup plus que précédemment. Hein. Donc, c'est tout à fait intéressant au plan médiatique. Pour terminer, comment vous voyez, tous les trois, votre rôle à l'aube de ce nouveau quinquennat, de cette nouvelle législature Yvan Duroy, qu'est-ce que vous avez envie de développer dans Basta ? Plein de choses, on commence déjà à y réfléchir. Je pense que, on ne sait pas trop ce qui va sortir des élections législatives, donc ça va aussi dépendre un peu de ça, de quel rôle va jouer les députés nouvellement élus qui vont être en capacité de porter les questions écologiques, sociales au sein de l'Assemblée, et de voir peut-être d'imposer un peu des compromis au gouvernement et au président réélu. Nous, on va continuer à s'attacher à ce qu'on fait depuis plusieurs années sur les questions sociales, aussi voir un peu ce qui va émerger du côté des mouvements sociaux, parce qu'il y a quand même des calendriers en termes de réforme sociale qui risquent d'être un peu pesants, la réforme des retraites, la question des privatisations, l'avenir d'EDF, etc. Donc accompagner et le faire comme on le fait depuis le début, aller sur le terrain pour rendre visible la parole d'acteurs et d'actrices des mouvements, de gens qui s'engagent et qui s'investissent, et puis qui ne sont pas forcément très visibles dans les grands médias, et interroger les politiques. Emmanuel Macron a dit que ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, donc on attend impatiemment de voir ce qui va se passer, les mesures qui vont être proposées. Parce que on va en parler. Ça promet des décryptages sérieux. Qu'est-ce que vous avez envie de développer sur le projet Arcadie pour la législature qui vient? Alors, si vous allez un petit peu en bas du site, sur la page d'accueil, vous avez un petit onglet les vidéos. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à publier la semaine dernière. En fait, c'est des petites vidéos pédagogiques sur le fonctionnement du Parlement. Ah, très bien. Que vous faites, vous? Ouais, c'est un petit dessin animé. Donc, je me suis transformée en avatar. Donc, sauf que je suis mieux coiffée sur le dessin animé. Mais, par exemple, la vidéo qui sort tout à l'heure à 18h, alors, je suis très fière de moi, j'ai mis un député en prison. Tout à l'heure, c'est-à-dire en même temps que à 18h. Club Indé, donc c'est parfait. Non, à 18h. Oui, mais ce sera à 18h Club Indé. Donc, je suis très contente de moi puisque je mets un député en prison et j'ai beaucoup ri quand j'ai fait le montage. D'accord. Donc ça, c'était assez drôle. J'essaie de multiplier les canaux de pédagogie, vraiment pour que les gens s'intéressent au Parlement, tout simplement pour essayer de les réconcilier. Et alors malheureusement, malheureusement non, je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, mais moi je suis originaire d'un pays où en fait on a une démocratie depuis pas si longtemps que ça. La Roumanie ? Ouais. Donc autant vous dire que ce qui se passe en Ukraine, je ne le vis pas très sereinement. Donc ça vous intéresse particulièrement de pédagogiser la démocratie parlementaire? C'est-à-dire que quand on vient d'un pays qui a été une dictature pendant si longtemps, en fait on se rend compte à quel point ce genre de choses c'est fragile. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire en fait pour réconcilier les gens vraiment avec la politique, mais au sens noble du terme. On oublie les petites phrases, on retourne dans la technique. Et le pire, c'est que si les gens avaient l'occasion de s'intéresser un peu plus au Parlement, ils verraient que parfois il y a des problématiques et il y a des sujets qui sont extrêmement concrets, qui les touchent, mais dont on ne parle pas, et je trouve ça relativement dommage. Bon, alors il faut regarder les vidéos de Trice. Lou Espargilière, avec la nomination de 2 ministres de la transition énergétique et de la transition écologique, qui ne sont pas connus, disons, pour leur maîtrise du sujet. Comment vous voyez le quinquennat ? On va continuer à faire ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi qu'on existe, c'est-à-dire que voilà, on est petit mais on est tonique et on ne va pas lâcher les mollets du gouvernement. À chaque fois qu'une phrase sort du genre notre politique sera écologique ou ne sera pas, on est là, chiche, on va continuer à suivre de près. Donc c'est vrai que l'écologie est éminemment politique et si on ne veut pas distribuer les bons ou les mauvais points, force est de constater qu'en suivant l'action régulière du gouvernement, on voit qu'ils vont à chaque fois vers le moins-disant écologique et le moins-disant social au reste.
Et donc, j'ai pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais nous, on se définit pas comme de gauche. Simplement, quand on regarde objectivement les programmes qui répondent à l'urgence climatique, qui coïncident avec les alertes des scientifiques du GIEC, qui coïncident avec les objectifs français et européens, force est de constater que pendant cette présidentielle, il n'y a que 2 candidats qui étaient à peu près au niveau. C'est Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Et donc, de fait, on l'a dit, on n'a pas appelé au vote, on n'a pas préconisé quoi que ce soit. Mais voilà, et donc... Emmanuel Macron, il a tous les leviers à sa main aujourd'hui, alors on verra pour le Parlement. Il a tous les savoirs sur la crise climatique, il sait exactement quelle est la marge du monde climatique. Ah oui. Et donc, quand aujourd'hui, il a encore reçu les scientifiques du GIEC la semaine dernière. Le type, enfin voilà, il a tous les rapports. D'ailleurs, il se met en scène avec des gros dossiers verts sur l'écologie. Sérieusement, il se met en scène en train de serrer la main à Valérie Masson-Delmotte. Ah oui, je crois que je l'ai vu avec un dossier du GIEC. On l'a mis en une de vert parce que l'image est trop drôle, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, lui, il a aucune excuse. Il sait quelle est l'urgence, il sait que d'ici 2030, il faut qu'on ait réduit nos émissions de 40% et qu'on n'est pas du tout dans ces clous-là. Donc voilà, pour nous, c'est crucial de suivre à la trace son action, de la mettre au regard des dernières données scientifiques. Et par ailleurs, puisque le but, c'est pas non plus de terrifier tout le monde et de montrer qu'on va absolument à la catastrophe, on montre le plus possible des alternatives, des solutions qui existent à toutes les échelles, collectives comme individuelles, parce qu'il y a d'autres manières de s'organiser, il y a d'autres manières de réagir en attendant qu'on ait peut-être un pouvoir plus favorable à l'écologie. Et par ailleurs, on continue de faire un gros travail de pédagogie pour que les gens aient les données bien au clair, les ordres de grandeur, les échéances dans le temps, pour en fait être capable de comprendre vers quel chemin on se dirige, quoi, sur quel chemin on va. Pédagogie, le maître mot de cette émission. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous regardez en accès libre sur le site d'Arrêt sur Image ou sur YouTube. Pensez à vous abonner pour avoir accès à tous nos contenus. Vous savez qu'on a des tarifs adaptés à tous les revenus et puis nous ne vivons que de vous, nous ne vivons que de vos abonnements. À très bientôt, merci de nous avoir suivis et ce vendredi, Arrêt sur Image, ce sera avec Nassira El Mouadem. Merci.